Bonjour à tous, aujourd'hui on aborde le démarrage de votre thèse de médecine. Je vais vous donner des conseils sur la manière de réaliser votre bibliographie et un premier brouillon et on va prendre tout de suite un exemple qui va être un exemple de thèse sur l'intérêt des corticoïdes dans les pleuropneumopathies de l'enfant. Imaginons que vous passez en stage, votre chef de service ajoute des corticoïdes à un enfant qui a une pleuropneumopathie, il vous explique qu'il n'y a pas tellement de preuves que ça fonctionne pas, on n'en sait pas grand-chose et vous dites tiens, ça serait intéressant que je fasse ma thèse de médecine là-dessus. Vous vous accordez donc avec un directeur de thèse et ce directeur de thèse vous donne un ou 2 articles pour démarrer et c'est parti. Et donc, il y a un premier message qui est que, ce premier article il est important parce qu'il y a des termes qui vont être utilisés pour la recherche bibliographique qui sont pas transparents et que vous ne pouvez pas deviner. Par exemple, mucoviscidose, on peut utiliser mucoviscidosis, mais en fait, tous les Anglais et Américains utilisent le terme de cystic fibrosis. Pour, pleurésie, puisque là c'est ce qui va nous intéresser, on peut utiliser le terme pleurésis, mais en fait, tous les Anglais et les Américains, ils utilisent, parapneumonic effusion ou emphysema. Et donc tout ça complique un peu les choses et c'est pour ça que c'est bien que vous ayez un premier article, sur lequel vous puissiez, comprendre quels sont exactement les mots-clés qu'il faut que vous utilisiez dans votre recherche. Donc il y a plusieurs moteurs de recherche pour, faire, de la bibliographie en médecine. Le plus connu, c'est PubMed, mais en fait, nous, on va pas utiliser PubMed, aujourd'hui parce que, il est un peu plus compliqué à utiliser que Google Scholar et on peut s'en sortir très bien pour sa thèse avec Google Scholar. Et c'est la raison pour laquelle on va démarrer là-dessus. Donc, on va utiliser Ampiema, qui est le terme de pleuropneumopathie chez l'enfant, donc Children pour enfants, et on va pas mettre traitement, on va plutôt mettre corticostéroïdes, voilà. Et c'est parti. Pourquoi j'aime bien Google Scholar? Parce qu'ils ont un algorithme qui fonctionne bien, dans le sens où leur algorithme va beaucoup regarder nos mots-clés qu'on a rentrés, évidemment. Il va regarder aussi la date des publications et il va regarder le nombre de fois où la publication est citée. En gros, plus une publication est citée, plus souvent ça veut dire qu'elle a intéressé des gens et ces gens ont repris ensuite cette publication dans leurs propres travaux et donc plus on peut dire que cette publication est importante. C'est pas toujours le cas, mais on va dire ça pour faire simple. Donc, déjà, ça les trie par importance, enfin en tout cas le nombre de citations va rentrer dans l'algorithme, et puis ensuite, il y a une autre fonctionnalité qui est ici, qui est que vous pouvez savoir quels articles ont cité cet article-là. Donc, vous pouvez faire un clic droit, ensuite clic gauche, et vous savez tous les articles qui ont cité cet article-là sur les pleuropathies à streptoa chez l'enfant. Et donc là, par exemple, vous avez donc une faculté de médecine qui a une thèse de médecine qui l'a utilisée, et puis d'autres choses, d'autres articles qui l'ont utilisé. Donc quand vous faites votre bibliographie, ça peut vous aider cet item, cette fonctionnalité, pour retrouver d'autres articles en lien avec ce que vous cherchez. Donc ce premier article, il m'intéresse pas tellement. En revanche, ce deuxième article, il m'intéresse parce qu'il pose exactement la question que je veux. Y a-t-il un rôle pour les corticoïdes chez l'enfant atteint de parapnéonique pleural effusion? Donc je clique droit, je clique gauche, je l'ai là, j'ai l'article dans son intégralité puisqu'il est fritoride, mais en revanche, je peux pas le télécharger. Et donc ça m'ennuie parce que si j'ai besoin d'y revenir plus tard, à chaque fois il faudra que je refasse tout le petit chemin et je peux pas le garder sous le coude. Et donc comme ça m'ennuie, on va faire différemment. Ce qu'on va faire, c'est que on va copier le texte et on va regarder différentes manières d'obtenir le texte en texte intégral. Une première manière qui est vraiment la manière à privilégier, c'est d'utiliser vos codes de l'université. Votre université elle a accès à une bibliothèque. Cette bibliothèque, elle vous ouvre les portes souvent de millions d'articles. Et donc, vous pouvez recopier le titre ou en tout cas le titre du journal dedans, voir s'il y est, et ensuite chercher ce type d'article. Une deuxième manière de faire, c'est de regarder sur un site qui s'appelle ResearchGate, qui est un site de réseau social en fait pour les chercheurs. Et donc vous recopiez votre truc et ensuite ça apparaît en ResearchGate. Et là, vous voyez que les auteurs ont été sympas parce qu'ils ont mis eux-mêmes le PDF de leur article dans ResearchGate qui est le réseau social et donc vous pouvez
le télécharger et donc voilà, on a l'article complet que cette fois-ci on va pouvoir télécharger et voilà qui est fait. Alors ensuite donc cet article m'intéresse beaucoup. Je vais regarder quand même s'il y a d'autres choses sur la première page qui m'intéressent. Ah là je vois qu'il y a un article sur les pneumonies compliquées où il parle de corticothérapie systémique dans ce cadre de pneumonies compliquées. Le PDF a l'air d'être disponible sur ResearchGate. J'ouvre le lien à nouveau et oui, sympa, ils ont mis leur PDF. Alors plutôt que de tout lire, je vais aller direct à corticostéroïdes. Ah bah corticostéroïdes c'est là. Donc ils ont fait tout un paragraphe sur corticostéroïdes qu'il faudra que je lise attentivement. En plus c'est pas très long. Donc très bien, ça aussi je vais le télécharger et me le mettre sous le coude pour la suite. Et puis on peut regarder ça. Ouais, après ça a plus trop de rapport parce que c'est un syndrome néphrotique ici. Ça c'est le même que celui qu'on a vu avant. Ça c'est les syndromes néphrotiques. Ça c'est l'identification des germes. Ok, bon. Ça s'arrête un peu là sur ce que je veux, mais j'ai déjà un article qui m'intéresse beaucoup là, donc on va aller voir cet article-là. Hop, il est là. Et donc là, maintenant, je suis en mode recherche de citations. Donc comme je recherche des citations, ce qui va m'intéresser, c'est l'intro et la conclusion. Donc par exemple, je fais ma biblio et là je vois les épanchements pleuraux compliquent 13% des cas des pneumopathies aiguës communautaires de l'enfant qui nécessitent une hospitalisation. Ah bah ça m'intéresse beaucoup. Et je vais me garder cette phrase sous le coude et la référence parce que dans mon intro, bah, ça sera bien que je remette quelque chose de ce genre-là, que je fasse une petite introduction sur pourquoi on s'intéresse aux pleuropneumopathie de l'enfant et aux corticoïdes dans ce cas-là, bah, parce que c'est quelque chose qui complique quand même 13% des cas et donc que c'est quelque chose d'important qui touche quand même beaucoup d'enfants. Donc ça, je vais me le garder sous le coude et donc on peut faire, ce genre de travail, là-dessus sur l'intro et puis l'autre chose qui est intéressante, lorsqu'on cherche des citations, c'est la discussion. Parce que dans la discussion, après le premier paragraphe qui est un paragraphe de récapitulation des principaux résultats, il y a un deuxième paragraphe et enfin la deuxième partie en tout cas de la discussion, c'est la comparaison avec les données de la littérature. Et là, par exemple, les auteurs disent, à notre connaissance, seulement un essai a évalué les effets de la corticothérapie orale enfin systémique chez des enfants avec épanchement pleural. Donc ça m'intéresse beaucoup. Il détaille l'article là. Et donc on a la ref qui est la ref 19. Et donc là, bah, j'ai un nouveau truc pour ma thèse. J'ai un essai randomisé qui m'intéresse beaucoup. Et donc là, je peux aller le chercher sur ResearchGate aussi. Mais surtout, lui, il m'intéresse tellement que, évidemment, je vais le lire complètement en détail et compagnie. Mais surtout, depuis 2017, je voudrais savoir s'il y en a d'autres qui ont fait la même chose, c'est-à-dire un essai randomisé ou d'autres travaux sur la dexamethasone ou les corticoïdes en général pour les pleuropnopathies. Si l'auteur des travaux suivants est intelligent et a bien fait son boulot, eh ben, il aura cité cet article. Et donc, quand je vais cliquer sur citer 50 fois ici, je vais retrouver l'auteur, les nouveaux articles qui traitent de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire corticoïdes et pleuropneumopathie de l'enfant. Donc là, c'est pour le sepsis sévère et le choc septique, ça m'intéresse pas. La sepsis, là, on retrouve notre revue qu'on a déjà vue, c'est une revue, ça m'intéresse pas tellement. Là, il parle des hyperglycémies, donc ce sera plutôt pour les effets secondaires. Peut-être que je peux me le mettre de côté. Là, c'est un expert opinion, ça m'intéresse pas tellement. Moi, ce que je cherche, ce serait un vrai article. Bon, donc là, j'ai rien qui m'intéresse tellement. Et vous voyez que l'algorithme ici, il a trié vraiment par citation, hein. Donc vous avez le nombre de citations 171, 80, 65, 53, 41, etc., etc. Et quand vous arrivez à la page 5, eh ben, il y a zéro citation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les articles les plus intéressants vont souvent se retrouver en début de page. C'est tout l'intérêt du système, puisque ça veut dire que ces articles qui ont été repris par beaucoup de monde. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que les articles qui ont été publiés en 2021-2022, ils vont pas sortir là, parce que ces articles sont tout neufs, les gens n'ont pas eu le temps de les citer, et donc ils vont se retrouver avec 0 citation ou 1 ou 2 citations tout à la fin, avec les articles pas super qu'on veut éviter de lire. Et donc pour réussir à faire, enfin la meilleure manière de faire, c'est de lire comme ça les articles les plus cités et de se faire les 3 premières pages.
et puis ensuite de prendre depuis 2021 ou depuis en tout cas une date assez récente pour voir parmi les articles les plus récents, ceux qui ont été quand même pas mal de fois cités. Par exemple, celui-là, cité 6 fois depuis 2021, c'est un très beau score quand même. Mais bon, lui, il nous intéresse pas trop, c'est plutôt sur antibiotiques et parapnéoniques par effusion. En revanche, regardez celui-là, corticoïdes et outcome, et donc évolution des épanchements pleuraux, un essai randomisé contrôlé de 2022, ça, il va nous intéresser à mort, cet article. Donc celui-là aussi nous intéresse et donc là à nouveau on peut aller voir qui l'a cité et ben on trouve que c'est en fait un éditorial qui l'a cité donc ça on va regarder etc. Si celui-là avait été cité ben on aurait aussi regardé et vous voyez que on rentre dans quelque chose de compliqué avec plein de citations, plein de trucs et donc il faut être un petit peu organisé, lire rapidement ensuite les articles, voir si on les télécharge, si on les télécharge pas et ensuite on commence à avoir un petit stock d'articles. Et une fois qu'on a son petit stock d'articles, ben, on a une vision sur, à peu près, est-ce que la question qu'on se pose est une question intéressante ou pas? Et là, en l'occurrence, c'est une question intéressante puisque, il y a un essai qui est celui-là, mais qui en fait est un essai réalisé chez l'adulte et pas chez l'enfant. Il y a eu un seul essai réalisé chez l'enfant, mais c'était chez d'autres, c'était pas en Europe et donc, les germes sont pas forcément les mêmes. La manière de traiter est pas forcément la même non plus, donc ça vaut le coup de faire notre étude en France. Et donc, maintenant qu'on sait qu'on a envie de faire notre étude, on va se remettre sur notre PDF ici, parce que finalement, notre thèse, elle va s'approcher beaucoup, beaucoup de ce travail-là. Et donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est plus la manière dont ils ont réalisé leur étude et donc quelle a été leur méthode. Donc c'est une étude rétrospective. Quels ont été les critères d'inclusion de leurs patients? Donc c'est des patients de 0 à 15 ans, admis entre 2022 et 2017, et qui avaient un code dans la base de données de pleuropneumopathie de l'enfant. Et donc ensuite, on va regarder ce qu'ils ont collecté, leurs analyses statistiques, et leurs résultats, c'est toujours la même chose, avec les caractéristiques de base de leurs patients au départ, est-ce qu'il y a eu de l'utilisation de corticoïdes ou pas? Et qu'est-ce que ça a donné quand il y a eu des corticoïdes ou pas? OK, ils ont un seul tableau, là, je le regarde rapidement, ils ont un seul tableau dans leur étude. Non, ils en ont deux en fait. Un premier tableau qui montre les caractéristiques de base des patients, un deuxième tableau qui montre les caractéristiques de l'hospitalisation. Oui, les caractéristiques des patients au cours de l'hospitalisation. Et là, on va s'inspirer beaucoup de ce qui a été fait parce que finalement, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'assez similaire. Et donc, je vais passer à la deuxième partie, qui est la partie sur sur le brouillon, pardon, sur le brouillon de la thèse. Alors, ce brouillon, ça va vraiment être les fondations de votre thèse. C'est quelque chose qui est hyper important, puisque c'est vraiment ce qui va déterminer ensuite toute la suite de votre thèse. Donc, et ça va vous permettre d'y voir plus clair. On va séparer méthode et résultats. En gros, votre thèse, hein, ça va être assez simple. Elle va commencer par une introduction, ensuite vous allez détailler vos méthodes, ensuite les résultats, et ensuite la discussion, comme dans tous les articles scientifiques. Ce que je demande à mes internes de faire, parce que ça me semble hyper aidant et hyper important, c'est de faire leur tableau 1. Le tableau 1, c'est toujours la même chose, c'est les caractéristiques des patients. C'est exactement ce que vous retrouvez là, Baseline Patient Characteristic, et c'est la même chose pour tous les articles scientifiques de la Terre. Et donc ici vous avez la caractéristique, et ici vous avez les patients. Et donc par exemple on peut prendre l'âge en mois, on peut prendre le sexe, on peut prendre le poids. Le poids pour nous chez l'enfant, ce qui nous intéresse plus c'est en Z-score. Ensuite euh, on peut prendre les antécédents. Voilà. On peut regarder vaccination pneumococcique, est-ce qu'on a été vacciné ou pas. Et comme ça, et quelle classe d'antibiotiques ils ont reçu, ça on peut rajouter aussi. Et j'en profite pour vous dire que par exemple, quand on va faire ça, qu'il y a plusieurs solutions, on fait pas comme ça, on rajoute pas en allant à la ligne des items, mais on va à chaque fois
créer une nouvelle ligne, et c'est pas grave, après on fera la mise en forme, mais il faut absolument que ça soit fait comme ça dès le départ. Voilà, etc., etc. On peut rajouter comme ça des... Et ici, globalement, bah, on aura par exemple ça, un âge moyen en mois de 15 mois, ou une médiane, ce sera plutôt peut-être une médiane interquartile. Une médiane à 15 mois et puis un premier interquartile à 10 mois, à 24 mois, etc. Ces chiffres-là, on ne les a pas, hein, mais c'est juste pour regarder à peu près à quoi ça va ressembler. Donc là, par exemple, sexe féminin, on va mettre par exemple 50, 70% des patients. Ok, donc je leur demande de faire le tableau 1 avec toutes les caractéristiques qui doivent être recueillies. Ensuite, je leur demande de faire le tableau 2. Et là, le tableau 2, c'est souvent un critère de jugement, donc c'est l'évolution des patients selon le recours aux corticoïdes en fonction de l'utilisation de corticostéroïdes oraux. Donc là, ça va ressembler beaucoup à ce tableau-là, si ce n'est que on va rajouter 2 colonnes. Ici, corticoïdes, ici, contrôle, et ici un petit p. Et ce qu'on pourra voir, bah, on aurait pu le faire dès le départ. Hop là. En fait, je reproduis exactement ce qu'ils ont fait dans l'article là, avec corticoïdes. Oui, corticoïdes. Non. On va plutôt faire ça bien. On va appeler ça corticoïdes et absence de corticoïdes. Et là, on va mettre le total. Donc par exemple, alors on va mettre, donc ici, il faut que vous mettiez les N en minuscules. Donc par exemple là, vous en avez, allez, on va dire 80. Et on va dire qu'il y en a eu 30 qui ont eu des corticoïdes et 50 qui n'en ont pas eu. Voilà, donc là il faut que... Donc là pareil, hein, ces chiffres sont fictifs, mais c'est juste pour donner une idée. Et donc là, vous aurez à nouveau des chiffres, donc je ne détaille pas, hein, mais vous pourrez voir que par exemple les enfants sous corticoïdes étaient les enfants en fait plus jeunes, enfin plus vieux là, pardon, ceux qui ont des corticoïdes étaient âgés en médiane de 20 mois, tandis que là c'était 15 mois. Et là on peut mettre on pourra rajouter un test statistique comme un petit p, par exemple, là on dira qu'il est inférieur à 0,01, etc. Bref, ça ressemblera à quelque chose comme ça. Et là, on va mettre évolution. Et là, par exemple, on va dire que notre critère de jugement principal, c'est la durée d'hospitalisation. Donc là, on va mettre la durée d'hospitalisation. Là, on va dire que c'est 15 jours avec quelque chose comme ça. Et là, on va mettre que idéalement, ça serait un peu plus élevé. C'est ce qu'on voudrait trouver dans le groupe contrôle. Et idéalement, on va trouver un petit p qui va être inférieur à 0,01. Mais c'est pas très grave parce que ces chiffres, encore une fois, là, on les a pas. C'est juste pour donner un exemple de ce qu'on pourrait trouver et mettre en forme nos idées. Et donc, ce qu'on pourrait regarder aussi, c'est la durée de fièvre, durée d'antibiotiques, IV, durée d'antibiotiques, Péros, et compagnie et compagnie. Ok, donc là on a déjà nos deux tables qui seront nos tables les plus importantes. En gros, la table 1, on va décrire les caractéristiques des patients. En 2, on va donner des infos sur est-ce que ceux qui ont reçu des corticoïdes étaient hospitalisés moins longtemps que les autres. On peut compliquer un peu les choses en ajustant ensuite ce résultat sur d'autres choses, mais à ce stade, je ne rentre pas dans les détails. Et on va créer aussi nos deux premières figures. Donc, on va créer une nouvelle présentation. Et donc, si ce que je veux regarder, c'est la durée d'hospitalisation,
Alors, je vais commencer, pardon, par ma figure 1. Ma figure 1, ce sera toujours exactement la même. Ça sera une figure qui s'appelle le flowchart. Et un flowchart, c'est donc le nombre de patients que vous aviez au départ. Et donc là, ici, le nombre de dossiers que vous aviez au départ. Alors, donc par exemple, on va dire 140 dossiers d'enfants identifiés par la base de données, au sein de la base de données. Et ensuite, vous allez expliquer combien sont finalement inclus dans l'analyse. Là, on va faire la même chose. Et vous allez avoir des exclus qui vont se retrouver là et là. Donc, par exemple, ce que ça peut faire, c'est 140 là, là. Ensuite, vous allez pouvoir dire 20 cas de lymphome, 15 cas de pleurésie tuberculeuse. Et vous aviez défini que c'était des critères d'exclusion. Donc, il vous reste plus que 105 dossiers d'enfants avec pleuropnéopathie bactérienne. Et ensuite, à nouveau, vous en avez 35 avec données incomplètes, par exemple. Et vous allez en avoir 80 ici. 80 dossiers d'enfants analysés, inclus dans l'analyse. Ok, donc voilà, votre figure 1, elle est ici. Et on va passer. Et donc en fait, tout l'intérêt, pardon, de cette figure, c'est de vous mettre dans la tête quels vont être vos critères d'exclusion que vous allez reporter ici. Et ensuite, vous mettez pas là les chiffres, hein, vous mettez comme ça, etc. Et comme ça vous donne la façon dont vous allez imaginer vos critères d'exclusion et qu'est-ce qui va se passer à chaque étape et combien vous pensez en avoir au départ et combien, une fois que vous aurez enlevé tout ça, vous pensez en avoir à l'arrivée. Et puis, on fait la figure du critère du jugement principal qui est notre délai d'hospitalisation. Donc pour ça, on va utiliser des petites flèches. On va se dire qu'on va faire une espèce d'évolution au cours du temps de la proportion d'enfants hospitalisés. Ça va ressembler à une courbe de survie. Hop, ici, le temps en jours. Ici, hop là, on va le changer dans ce sens-là. Une proportion d'enfants hospitalisés. Hop là. Et donc en gros, ça va ressembler, on espère, à quelque chose comme ça. Ça va démarrer à 100% d'enfants hospitalisés. Et puis ça va diminuer à 0 parce que tout le monde va sortir d'hospitalisation. Voilà, disons que ça c'est notre groupe contrôle. Et puis on va faire la même chose et on va dire que en rouge, ça va être notre groupe qui a reçu des corticoïdes. Et ce qu'on espère, c'est que la proportion diminue plus rapidement au cours du temps et qu'on arrive à quelque chose comme ça. Ok, et donc ensuite on peut rajouter peut-être juste en texte rôle corticoïde. Voilà, et donc ça nous fait la figure qu'on veut, la figure principale. Et donc maintenant qu'on a enregistré tout ça, on va pouvoir
le remettre dans notre brouillon. Et donc voilà, dans notre brouillon, hop là, on va remonter un peu. Dans notre brouillon, on a tout ce qu'il faut pour démarrer la thèse, puisque grâce à ces caractéristiques et à cette figure, on va pouvoir définir nos critères d'inclusion et d'exclusion. Grâce à cette figure-là, on va pouvoir comprendre assez vite quel est notre critère de jugement principal. Et finalement, c'est essentiellement ça dont on a besoin pour rédiger les méthodes, puisque les méthodes, ça va commencer toujours par le design de l'étude. Donc, tac, design de l'étude. Donc, on va dire c'est une étude rétrospective, etc. On va dire tout ce qui a trait au comité d'éthique. Ensuite, vous allez voir quelque chose sur la population, les critères d'inclusion, d'exclusion. Donc, on écrit toujours au passé, hein, même si on n'a pas encore commencé, on écrit toujours au passé, parce que dans le stick final, ça sera au passé, etc. Entre 2000 et 2020. Ensuite, on a les données collectées. Moi, je mets souvent critères de jugement critères de jugement et données collectées. Donc, le critère de jugement principal était la durée d'hospitalisation. Et puis ensuite, on peut rajouter des critères de jugement secondaire, par exemple la durée de la fièvre, etc. Les données recueillies étaient, et ensuite donc on fait des grands sous-groupes, les caractéristiques générales de l'enfant, âge, poids, etc., sexe, etc. Euh, les caractéristiques de l'enfant à l'admission. Euh, non, c'est pas très joli ça. Euh, les caractéristiques de la pleuropnéopathie, par exemple, taille, etc. Drain, antibiotiques à l'arrivée, etc., etc. Et en fait, pour faire cette partie-là, vous avez juste à copier toutes les caractéristiques que vous avez mis là. Vous les reportez ici et vous êtes bon. Et ensuite, il y aura une partie analyse statistique qui va se retrouver là, mais dont on parlera une autre fois. Et donc ici, vous pouvez arriver comme ça à votre deuxième rendez-vous avec votre directeur, avec quelque chose d'extrêmement propre qui va lui parler immédiatement, où vous parlez pas de l'intro, vous parlez pas de la discussion, mais sur les méthodes, vous pouvez commencer à utiliser ce canevas pour donner le design, la population, les critères de jugement. L'analyse statistique, c'est pas le propos à ce stade. Lui montrer votre tableau à quoi il va ressembler, votre deuxième tableau à quoi il va ressembler, que vous avez pensé à faire une flowchart qui est donc qui va reprendre vos critères d'exclusion et que dans vos figures vous pensez à ça. Et une fois que vous avez fait ça, je dirais le plus gros du travail est fait. En tout cas, vous avez les idées extrêmement claires pour commencer votre thèse. Et commencer votre thèse, ça va être commencer le recueil de données et ensuite arriver à dérouler l'ensemble. Mais ici, vous avez vraiment tout le plan que vous allez suivre pour l'année qui va vous occuper pour votre thèse. Et si vous le faites comme ça bien dès le début, et en fait dès le départ de votre thèse, ensuite vous allez gagner énormément de temps plutôt que de revenir en permanence en vous disant: «Ah bah, c'est dommage, j'aurais dû plutôt regarder ça de telle manière, j'aimerais bien rajouter cette figure, mais j'ai pas les données, il faudrait que je retourne voir tous les dossiers» et cetera. Donc ça, c'est pas possible et c'est dommage. Voilà, je vous souhaite bon courage, j'espère que ça vous aura donné envie de vous lancer et de démarrer et que ça vous aidera pour, votre thèse. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui portera sur justement la façon de recueillir les données dans un tableau Excel. À bientôt.